sommes le dimanche 14 mai. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Un journal un peu particulier, en grande partie consacré à la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron en France. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'Élysée, à Paris. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur le bilan africain de François Hollande et sur les défis et la stratégie du nouveau président français Emmanuel Macron. Avec nous, Kenneth Johnson. Vous êtes président du comité Europe-Afrique et nous reviendrons avec vous sur la politique africaine menée ces 5 dernières années et sur celle, bien sûr, des 5 ans à venir. Mais d'abord, direction Bouaké, en Côte d'Ivoire, où les mutins ne désarment pas. Ce matin, une manifestation d'habitants de Bouaké a tourné à l'affrontement avec ce groupe de militaires qui réclament le paiement d'arriérés de leurs primes. On dénombre un mort et plusieurs blessés. Et on vient tout juste d'apprendre, d'après le chef d'état-major ivoirien, qu'une opération militaire serait en cours depuis la deuxième ville du pays. Notre correspondance d'Angers Magnani et de Landry Flan. Depuis cet après-midi, la ville de Bouaké est calme, même si la circulation n'était pas très dense. Les corridors ont ouvert à nouveau et c'est justement à l'un de ces corridors que nous avons rencontré des mutins qui ne se reconnaissent pas dans les engagements pris récemment par certains de leurs collègues face au chef de l'État, à savoir qu'ils abandonnaient leurs revendications de janvier dernier. Ils sont très en colère. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. Et pourtant, cet après-midi, à une quarantaine de kilomètres de Bouaké et en bordure de route, des responsables de ces mutins sont allés à la rencontre de 3 ex-chefs de guerre qui sont aujourd'hui de hauts responsables de l'armée ivoirienne. J'ai nommé Ouattao, Chérif Ousmane et Koné Zakaria. À la question de savoir si, à la suite de ces échanges, un accord avait-il été trouvé avec les mutins, Chérif Ousmane prudemment m'a répondu: il ne faut pas se précipiter pour annoncer un accord. Nous leur avons parlé à eux maintenant d'aller convaincre leurs collègues. Et Koné Zakaria de renchérir. Tout pouvoir dispose de 2 moyens d'action, le dialogue ou la force. Jusqu'ici, nous privilégions encore le dialogue. Le pouvoir jusque-là a promis la fermeté. On ne sait de quoi sera fait demain à Bouaké. Et donc à propos des événements de Bouaké, je vous rappelle cette information qui vient de nous parvenir. Selon le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Sékou Touré, eh bien une opération militaire est en cours. C'est en tout cas ce qu'il affirme pour, je cite, rétablir l'ordre contre certains militaires récalcitrants. Fin de citation. Quel bilan tirer de la politique africaine de François Hollande? Quelle sera la priorité et la stratégie du nouveau président français Emmanuel Macron en Afrique? Kenneth Johnson, président du comité Europe-Afrique, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, François Hollande a donc quitté l'Élysée. Emmanuel Macron a pris ses fonctions une semaine donc après son élection. Sur cette image, on voit l'ancien président François Hollande souhaiter bon courage à son successeur. C'est vrai, voilà, on le voit qu'il lui dit bon courage. C'est vrai, Kenneth, en fait, il n'est jamais question, presque pas, d'international et d'Afrique lors d'une campagne présidentielle. Et pourtant, c'est ce qui occupe le plus le temps d'un président français. C'est vrai. D'abord, merci. C'est vrai que la question de l'international est une préoccupation majeure et c'est ce qui occupe particulièrement la France, qui a déjà été d'ailleurs très engagée. Et pour parler de la politique du président Hollande, il a été très actif sur l'Afrique. En particulier, on a vu avec l'opération Serval, Berkane. Il ne faut pas oublier la volonté de la France d'être aux côtés des Africains, à travers la formation des militaires. Nous avions prévu au départ environ 20 millions de budget. Nous sommes passés à 10 fois plus. Donc on va dire aujourd'hui que la France forme à peu près 20 000 militaires par an, ne serait-ce qu'au Mali. Voilà. Sur le continent. Alors, que retenir des 5 années passées par François Hollande à la tête de l'État français en Afrique? Il ne faut pas oublier que le président est aussi le chef des armées. On voit ça en image avec Karine Barzega. Décembre 2012, première visite officielle de François Hollande en Algérie. L'occasion pour le tout nouveau chef d'État français d'évoquer le passé colonial de la France. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Un devoir de mémoire dont il s'acquittera durant tout son mandat.
Une politique dans la continuité de la tradition française, tout comme celle d'une France gendarme de l'Afrique, avec 2 opérations au Mali d'abord. Janvier 2013, l'opération Serval vise à chasser les djihadistes du nord du pays. Vive la France! Vive la France! François Hollande est alors accueilli en héros à Tombouctou libéré. Que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Suit l'opération Barkhane, une vaste mission antiterroriste au Sahel, le plus grand théâtre d'opérations françaises depuis la Seconde Guerre mondiale. Autre intervention militaire, cette fois en République centrafricaine. Là encore, l'opération Sangaris vise à protéger les civils et à empêcher les massacres. Mais tout comme Barkhane, Sangaris s'enlise. On tue un musulman devant la France. L'armée française n'intervient pas. 4 ans plus tard, les tensions et les menaces persistent au Sahel comme en Centrafrique. Au fil des opérations, le chef de guerre François Hollande a dû composer avec la realpolitik et s'allier à des dirigeants bien controversés. Lui souhaitait rompre avec la France-Afrique. Selon certains de ses alliés africains, il y est parvenu. De tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Mais de l'aveu même du président français, son mandat lui laisse un goût d'inachevé. Kenneth Johnson, vous pensez oui, que François Hollande, à la fin de son mandat, était rattrapé par la realpolitik, comme on dit, par exemple en faisant pas beaucoup de commentaires suite à l'élection manquant de transparence au Tchad ou encore à d'autres élections sur le continent, notamment au Congo-Brazzaville? Oui, en effet, sur le volet des élections, ce qu'on peut appeler le volet démocratique, là, François Hollande n'a pas apporté une plus-value sur le continent. Autant en matière militaire, sur les dossiers régaliens, je l'ai dit tout à l'heure, des moyens conséquents ont été donnés à l'Afrique. Nous sommes passés de 4 milliards par an à sur 5 ans. Donc on compte quand même, on peut dire ça s'est jamais vu, hein, ne serait-ce que pour le Mali. Et puis c'est un pays qui était menacé de disparaître quand même, hein, avec le terrorisme. Le terrorisme qui est un sujet majeur. Mais comment vous expliquez qu'en fait tout d'un coup la realpolitik l'a rattrapé? C'est le fait par exemple que pour le Tchad, on avait besoin des troupes tchadiennes pour maintenir la sécurité, notamment au Sahel, entre autres, hein, mais aussi contre Boko Haram. Oui, je pense que ce sont des dossiers complexes. On pourrait dire la même chose pour la Centrafrique, pour anticiper, puisqu'on dit qu'aujourd'hui on a apporté la paix en Centrafrique, mais on sait très bien que tout est loin d'être réglé. D'accord. Alors une page se tourne, désormais place à Emmanuel Macron. Alors justement, qu'attend-on au Mali du nouveau président français? On écoute le ministre des Affaires étrangères du Mali. Pour un pays comme le Mali, la première chose qui vient à l'esprit, et je suis conscient que le président élu Emmanuel Macron aussi, c'est au centre de son action, en tout cas de ses plans et de sa vision, c'est la question de la paix, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. On sent que ça doit être vraiment un axe prioritaire de collaboration. Des émissaires du président Macron, président élu, sont venus au Mali et nous ont réitéré leur désir de poursuivre la collaboration, et surtout dans le cadre du G5 Sahel, qui réunit les 5 pays du Sahel, et faire en sorte que la lutte contre le terrorisme puisse continuer à être un axe important, et en faisant cela, tout en reconnaissant le sacrifice des forces françaises qui sont présentes ici, il est important que nous travaillions aussi à bâtir des capacités africaines pour prendre en charge la sécurité. Voilà des propos recueillis par notre correspondant au Mali, Kaourou Magassa. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de votre journal Afrique. Kenneth Johnson, le nouveau président français, il pourrait peut-être bien faire son premier voyage en terre africaine en allant voir les troupes dans le Sahel. La question militaire, elle reste très centrale dans la relation entre la France et l'Afrique. Pourquoi l'Europe n'entre-t-elle pas en jeu? En effet, l'Europe rentre en effet en jeu, mais avec un soutien très important français, puisque la France est impliquée sur ce continent. Et je crois que le président Macron, aujourd'hui, qui prône l'initiative et qui va œuvrer dans un partenariat gagnant-gagnant avec d'abord les Africains et de manière globale, avec plus un gouvernement ouvert, cela n'empêchera pas sur les deux volets. Vous voulez nous dire qu'il veut miser davantage, il veut obliger l'Europe à donner plus d'argent, à aider plus, à participer aux opérations militaires en Afrique? Il va aller dans ce sens-là, parce que l'engagement de la France ne peut pas répondre tout seul à ces défis qui sont très importants.
Très brièvement, au plan économique, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est aussi de changer le développement en fait, en allant plutôt sur les petites et les moyennes entreprises, en passant moins par les États. En effet, bien sûr, les États doivent contribuer en donnant l'exemple. Je crois que Macron va s'appuyer sur la diaspora en encourageant l'initiative privée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le président Macron va donner la chance aux plus démunis. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les capacités d'avoir un agenda, nous sommes là par exemple pour les accompagner quand ils ont des projets, voyez. Donc tout remontera aujourd'hui, nous aurons un gouvernement beaucoup plus ouvert. Et c'est l'idée du président Macron de donner une chance sur la société civile aussi. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup. Je suis désolée, le temps court, comme on dit. Merci, Kenneth Johnson, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et la suite à présent de notre série sur l'exil forcé des Burundais en République démocratique du Congo, 2 ans après la crise née du 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza. Eh bien, les réfugiés vivent dans des conditions très difficiles, mais aussi dans la peur des Imbonerakure, ces miliciens proches du pouvoir qui ont infiltré le camp de réfugiés de Lusenda. Un reportage de Simon Rodi. Pour arriver à Lusenda, il faut s'enfoncer au cœur du Sud Kivu. On découvre alors une ville burundaise, 28 000 personnes en plein Congo. La population a largement dépassé la capacité du camp. Les réfugiés récents vivent dans des hangars. Lusenda ou le Burundi, Jacqueline n'a pas eu le choix. À cause de l'insécurité, on prenait mes voisins et on les emportait, je ne sais pas où. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici, pour trouver refuge. Ce refuge de Lusenda, la promesse d'une vie meilleure, ne leur convient pas. Leur grand problème ici, c'est la nourriture. Nous mangeons mal, regardez. C'est une quantité insuffisante. Une personne, on lui donne une boule, avec les haricots qui ne sont pas bien cuits. Cela nous donne la diarrhée. La cuisine est gérée par des ONG locales avec peu de moyens. Les portions sont très réglementées, 400 grammes de farine de maïs, 120 grammes d'haricots, un peu d'huile, un peu de sel chaque jour, enfants comme adultes. À la longue, la santé des réfugiés décline. Jacqueline nous emmène voir son amie, rencontrée au camp de transit il y a quelques mois. J'ai mal au ventre, j'ai des maux de tête, j'ai toujours mal à la tête. Tout ça, ça vient de la mauvaise nourriture que nous mangeons tous les jours. Ça entraîne des vertiges et c'est pour ça qu'on marche de cette façon. Elle est tombée malade à son arrivée ici en janvier. Elle attend des médicaments, elle attend une parcelle disponible. Après le camp de transit, Lusenda ne lui a pas offert grand-chose. 28 000 personnes pour 18 000 places. Il y a des gens qui sont depuis 2 mois dans des hangars avec 100 personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU n'a plus de formule magique. L'année dernière, on avait des chiffres des réfugiés beaucoup moins élevés. On n'avait pas de problème d'espace dans les camps. Maintenant, on a des fonds qui sont beaucoup plus limités que l'année dernière et on a des tâches beaucoup plus grandes. En RDC, c'est très difficile, le contexte. Il y a plusieurs groupes armés congolaises déjà. Il y a le banditisme, il y a la pauvreté. Et donc, ce n'est pas le premier choix pour quelqu'un qui fuit son pays. C'est parfois le dernier choix. C'est ce contexte d'insécurité qui nous fait rencontrer cet homme au camp. Il se cache en permanence. J'ai entendu qu'il y a des gens qui travaillent avec les renseignements du Burundi. Ils envoient des gens à Lusenda pour regarder ceux qui ne collaborent pas avec le gouvernement. Il est là depuis une semaine, mais sent déjà que les miliciens burundais viennent jusqu'ici, comme au pays, pour continuer le travail. Ce sont les gens de la documentation. Ce sont les Imbonerakure, on les envoie ici. Je vois beaucoup de choses parce que j'étais militaire. Avec un regard à quelqu'un, je peux facilement savoir ce qu'il pense de moi. Des regards que vous aviez vus avant au Burundi ? Oui, au Burundi, on me regardait comme ça. Au Burundi, si tu n'es pas quelqu'un du parti au pouvoir, on t'attrape et on te tue. Et personne ne vous protège ici ? Non, ici, c'est Dieu qui garde les réfugiés. Est-il effrayé par son passé ou les menaces sont-elles réelles ? Officiellement, pas de problème de sécurité ici. Mais quand la caméra s'éloigne, un policier nous raconte l'activité des miliciens burundais.
Ils taxent 500 francs par maison. Parfois, ils viennent à 6 ou même 10. Et ils menacent les gens ici alors? Oui, beaucoup. Quand ils disent de payer la cotisation, si tu refuses, ils viennent la nuit, ils prennent tout, ils tabassent. Ils passent la nuit quand il n'y a pas la garde de la police. Ils viennent avec des armes et des longues vestes. Ils ont des armes? Oui, ils ont plusieurs modèles. Kalachnikov, Uzi, R4. Et ça fait longtemps. La violence du Burundi s'infiltre donc jusqu'à l'intérieur de la RDC dans une région très fragile. À Lusenda pourtant, les réfugiés continuent d'arriver, de plus en plus nombreux. Et comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, gros plan sur les Africa Days de l'école de commerce HEC à Paris. Christian Camaillou, vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes aussi l'animateur. Vous animez le club Afrique des diplômés d'HEC. Vous êtes également le fondateur de My African Startup. Alors la question centrale de ces journées, c'est en fait de définir quelle est la forme, quelle est la typologie de l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, en effet, HEC Paris, c'est une école qui forme des managers et des entrepreneurs. Dans le cadre de ces 3 journées, il y aura une première soirée qui est dédiée à l'Afrique du 21e siècle, la deuxième journée sur les initiatives culturelles et la troisième journée, ce sera sur l'entrepreneuriat innovant. L'enjeu, c'est de comprendre qu'en Afrique, il y a une forte population, il y a une forte jeunesse et donc il y a des besoins de formation, notamment en matière d'entrepreneuriat. Il y a également une forte croissance économique et donc qui dit croissance économique dit besoin des entreprises en termes de recrutement et en termes d'identification de talents. Alors, quelles sont les nouvelles tendances entrepreneuriales dans l'Afrique de demain ? De mon point de vue, en fait, il y a deux formes d'entrepreneuriat. Il y a le modèle traditionnel et il y a un modèle qui est un peu plus innovant, qui concerne par exemple les startups africaines. Et c'est dans ce cadre que durant les HEC Africa Days, on mettra un focus sur une initiative que j'ai mis en œuvre avec l'aide d'HEC, le palmarès annuel des 100 meilleures startups africaines. Alors HEC, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une des plus grandes écoles de commerce françaises, la plus grande école de commerce française. Il y a des besoins spécifiques sur le continent en matière justement de commerce et de formation au métier du commerce? Oui, il y a des besoins spécifiques. En fait, HEC, en effet, c'est une école parisienne, mais l'enjeu, c'est de pouvoir apporter de la formation à ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris. Et dans le cadre de cet objectif, HEC a mis en place un programme, un master en ligne spécialisé en entrepreneuriat et innovation qui est accessible à tout le monde, y compris aux Africains. Et d'autre part, HEC met également en œuvre un programme ambitieux de manière à inciter des talents de sorte qu'ils puissent déposer leur candidature dans cette école. Mais alors HEC, c'est une école qui coûte très cher. Hein. Comment les élèves les plus brillants, mais aussi les plus démunis, peuvent accéder à ces études d'HEC? Il y a une initiative qui est prévue en direction de ces élèves? Oui. Effectivement, l'école est coûteuse, mais il y a des programmes de bourses, des bourses généreuses pour des Africains de talent. Je ne connais pas d'Africain qui ait été admis dans cette école et qui n'a pas pu suivre la formation pour des raisons de financement. D'accord, je vous remercie beaucoup, en tout cas Christian Camaillou, d'être venu nous parler donc des Africa Days de l'école HEC à Paris. Merci à vous. Allez, avant de se quitter, ces images qui nous viennent de Fès au Maroc, images de l'ouverture du Festival des musiques sacrées. Hier soir, sur les murs du rempart, l'utilisation du mapping, des images géantes projetées, un décor pour transporter le spectateur en Inde, au Brésil, en Égypte. Bref, un décor à l'image des artistes venus des 5 continents et qui, ensemble, ont mis donc en application la philosophie dite de la diplomatie culturelle de ce festival. Voilà, c'est la fin de votre journal Afrique. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde, en particulier depuis Bukavu, Tibati ou encore Bouaké. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.
sommes le dimanche 14 mai. Bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde. Un journal un peu particulier, en grande partie consacré à la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron en France. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'Élysée, à Paris. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur le bilan africain de François Hollande et sur les défis et la stratégie du nouveau président français Emmanuel Macron. Avec nous, Kenneth Johnson. Vous êtes président du comité Europe-Afrique et nous reviendrons avec vous sur la politique africaine menée ces 5 dernières années et sur celle, bien sûr, des 5 ans à venir. Mais d'abord, direction Bouaké, en Côte d'Ivoire, où les mutins ne désarment pas. Ce matin, une manifestation d'habitants de Bouaké a tourné à l'affrontement avec ce groupe de militaires qui réclament le paiement d'arriérés de leurs primes. On dénombre un mort et plusieurs blessés. Et on vient tout juste d'apprendre, d'après le chef du nouveau président français Emmanuel Macron en Afrique, Kenneth Johnson, président du comité Europe-Afrique, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce matin, François Hollande a donc quitté l'Élysée. Emmanuel Macron a pris ses fonctions une semaine donc après son élection. Sur cette image, on voit l'ancien président François Hollande souhaiter bon courage à son successeur. C'est vrai, voilà, on le voit qu'il lui dit bon courage. C'est vrai, Kenneth, en fait, il n'est jamais question, presque pas, d'international et d'Afrique lors d'une campagne présidentielle. Et pourtant, c'est ce qui occupe le plus le temps d'un président français. C'est vrai. D'abord, merci. C'est vrai que la question de l'international est une préoccupation majeure et c'est ce qui occupe particulièrement la France, qui a déjà été d'ailleurs très engagée. Et pour parler de la politique du président Hollande, il a été très actif sur l'Afrique. Tao, Chérif Ousmane et Koné Zakaria. À la question de savoir si, à la suite de ces échanges, un accord avait-il été trouvé avec les mutins, Chérif Ousmane prudemment m'a répondu: il ne faut pas se précipiter pour annoncer un accord. Nous leur avons parlé à eux maintenant d'aller convaincre leurs collègues. Et Koné Zakaria de renchérir. Tout pouvoir dispose de 2 moyens d'action, le dialogue ou la force. Jusqu'ici, nous privilégions encore le dialogue. Le pouvoir jusque-là a promis la fermeté. On ne sait de quoi sera fait demain à Bouaké. Et donc à propos des événements de Bouaké, je vous rappelle cette information qui vient de nous parvenir. Selon le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Sékou Touré, eh bien une opération militaire est en cours. C'est en tout cas ce qu'il affirme pour, je cite, rétablir l'ordre contre certains militaires récalcitrants. Fin de citation. Quel bilan tirer de la politique africaine de François Hollande? Quelle sera la priorité et la stratégie? En particulier, on a vu avec l'opération Serval, Barkhane. Il ne faut pas oublier la volonté de la France d'être aux côtés des Africains à travers la formation des militaires. Nous avions prévu au départ environ 20 millions de budget. Nous sommes passés à 10 fois plus. Donc on va dire aujourd'hui que la France forme à peu près 20 000 militaires par an, ne serait-ce qu'au Mali. Voilà. Sur le continent. Alors, que retenir des 5 années passées par François Hollande à la tête de l'État français en Afrique? Il ne faut pas oublier que le président est aussi le chef des armées. On voit ça en image avec Karine Barzega. Décembre 2012, première visite officielle de François Hollande en Algérie. L'occasion pour le tout nouveau chef d'État français d'évoquer le passé colonial de la France. État-major ivoirien qu'une opération militaire serait en cours depuis la 2e ville du pays. Notre correspondance d'Angers Magnani et de Landry Flan. Depuis cet après-midi, la ville de Bouaké est calme, même si la circulation n'était pas très dense. Les corridors ont ouvert à nouveau et c'est justement à l'un de ces corridors que nous avons rencontré des mutins qui ne se reconnaissent pas dans les engagements pris récemment par certains de leurs collègues face au chef de l'État, à savoir qu'ils abandonnaient leurs revendications de janvier dernier. Ils sont très en colère. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. Et pourtant, cet après-midi, à une quarantaine de kilomètres de Bouaké et en bordure de route, des responsables de ces mutins sont allés à la rencontre de 3 ex-chefs de guerre qui sont aujourd'hui de hauts responsables de l'armée ivoirienne. J'ai nommé